Alors voilà, on va se demander pendant une grosse trentaine de minutes comment l'IA générative change complètement et concrètement la donne pour la valorisation patrimoniale. Et donc, pour cela, invité ce matin, François Chahuneau de Numen. Alors François, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter Numen, même si, ceux qui nous écoutent doivent connaître, mais malgré tout, un rappel est nécessaire, je pense. Alors, Lumen fait beaucoup de choses, mais disons la partie dont on va parler aujourd'hui, c'est la partie euh, numérisation patrimoniale qui est dans la branche de Numen, qui s'appelle Numen Digital, production digitale. Enfin, on ne parle pas de la partie production de chèques, ce genre de choses, c'est tout à fait autre chose. On va se concentrer là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été pendant plusieurs années CTO de Numen, avec des responsabilités de management, dont je me suis défait en fait il y a à peu près 2 ans pour me concentrer entièrement sur l'aspect R&D et bien sûr avec cette nouveauté importante de l'éruption de l'IA générative et de ce qu'elle permet de faire dans nos métiers de traitement documentaire. Donc, ça fait à peu près 2 ans que je suis à temps plein sur ces sujets de recherche appliquée finalement sur les applications de l'IA générative dans nos domaines. Et c'est de ça dont on va parler rapidement ce matin. Enfin, il y aura beaucoup d'exemples qui sont en lien avec les sujets qui ont été évoqués par Pauline Hugo. D'ailleurs, il y a une cohérence bien sûr entre les différentes interventions. Mais Et on va mais essayer j'ai beaucoup de questions à te poser ce matin et c'est pour D'accord. ça qu'en 30 minutes, il va falloir Ouais, être, on va essayer d'aller vite. On va essayer d'aller vite. Ok. d'être concis. Parce qu'évidemment, la valorisation patrimoniale, ça reposait depuis, plusieurs années sur la numérisation, l'OCR, l'indexation, mais depuis 2 Ouais, ans, avec l'arrivée des IA génératives, finalement, notamment, ça change complètement la donne sur les documents complexes, les manuscrits et tout ce qui était difficile à ouais. exploiter. Et justement, la première question, c'est quand on parle d'IA générative appliquée à la valorisation patrimoniale, selon toi, c'est quoi la vraie rupture par rapport à ce qu'on faisait déjà ces dernières années, quoi? Alors, il y a à la fois rupture et progrès. Alors, déjà, les deux axes importants, je pense qu'on peut les distinguer, même si bien sûr ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Il y a tout ce qui concerne la capacité d'extraction de données à partir de matériaux scannés finalement, extraction d'informations. Et l'autre partie, bien sûr, c'est la valorisation de l'information une fois extraite autour globalement de ce qu'on va appeler la recherche sémantique, la recherche avancée. Donc, c'est les deux axes de recherche actuellement appliqués chez Lumen sur ces sujets. Et on investit à peu près également dans les deux, puisque bien sûr, le plus intéressant, c'est quand on peut les combiner, c'est-à-dire quand on peut extraire des données qui ne l'étaient pas avant grâce à l'IA et ensuite les exploiter au niveau de la recherche sémantique. Donc, l'IA, bon, aujourd'hui, quand on parle d'IA, effectivement, à 99,9%, c'est synonyme d'IA générative, même si ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, mais aujourd'hui, il y a une sorte de concentration totale sur ce sujet. Donc, on parle des grands modèles de langue, les LLM, combinés à des modèles de vision. Donc, la terminologie varie. On peut parler de VLM, Visual Language Model, ou de LLM multimodaux, puisque en plus de l'image, ces outils sont capables d'exploiter également de l'audio, voire de l'image animée, de la vidéo, pour les plus puissants. Nous, on s'intéresse essentiellement à la partie image fixe, hein, scan, et texte, bien sûr. Donc, l'IA permet d'une part, évidemment, de faire mieux ce qu'on faisait déjà avant, d'augmenter les taux d'automatisation dans des process qui étaient déjà largement automatisés avec des méthodes traditionnelles, avec des moteurs d'OCR traditionnels, ce genre de choses. Et puis, là où c'est réellement intéressant, c'est que ça permet réellement de débloquer des situations où vraiment il n'y avait aucun espoir avant. On l'a évoqué tout à l'heure, par exemple des fonds d'archives manuscrites ou tapuscrites très dégradées.
Il y en a pas mal, hein, de choses issues de microfilms, par exemple. Donc, il y a des choses qui deviennent aujourd'hui exploitables dans l'extraction de données de manière automatique qui ne l'étaient absolument pas, sauf à des coûts faramineux, il y a encore 2 ans. Et puis, l'autre partie, bien sûr, c'est la puissance de la recherche sémantisée, où on peut utiliser l'IA de diverses manières, à la fois pour permettre une indexation sémantique des contenus, mais aussi pour tirer parti d'un fond indexé sémantiquement en développant des stratégies de recherche documentaire finalement confiées à l'IA. Donc on pourra essayer d'illustrer ça dans les minutes qui suivent, mais ça va être vraiment un parcours très rapide parce que je vais être assez allusif parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je peux montrer un certain nombre de choses pour essayer de concrétiser un peu ce dont je parle. Et puis, on continue quand même alors en réalisant ce supplément, quand même beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels on a échangé parlent encore d'OCR, peut-être par Ouais. réflexe ou par habitude, j'en sais rien. Mais alors moi j'ai une ques 2 questions. Est-ce que c'est trompeur ou est-ce que l'OCR on n'en parle plus et on parle, uniquement des IA multimodales? Et puis je me dis, heu Euh, et la deuxième question et la deuxième question c'est est-ce que la la transcription produite par ces IA, est-ce que c'est simplement une transcription, une lecture de caractères ou est-ce qu'on peut envisager une euh, restitution plus riche pour mieux comprendre le document? alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus pour essayer d'aller vite. Euh, bon, le terme OCR, pareil, est un abus de langage que tout le monde utilise, nous y compris, parce qu'il faut bien aller vite, mais ça n'a rien à voir avec de l'OCR traditionnel. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, l'OCR traditionnel conserve aujourd'hui encore, pour pendant quelque temps, sa place, parce que pour des documents qui ne posent pas de problème de lecture, hein, des documents imprimés propres, l'usage de DA génératif pour extraire le contenu, ça fonctionne, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est assez inutile. C'est un peu du gaspillage de CPU plutôt de GPU d'ailleurs. Donc on va plutôt réserver aujourd'hui l'usage des VLM à la place des OCR pour des fonds qui ne seraient pas traitables en OCR traditionnel. Donc ça conserve, l'OCR traditionnel conserve sa place. D'autres choses, il y a quelques nuances à avoir. Par exemple, un OCR traditionnel, par construction, ça part du pixel pour remonter au caractère et pour aller éventuellement vers le mot et rarement plus loin. Mais donc, ça sait exactement où sont ancrés les textes ou le reste d'ailleurs sur une page au pixel près. Ce n'est pas le cas des VLM qui, vu la manière même dont ils fonctionnent, ont par nature une forme d'imprécision spatiale sur la position exacte du mot. Donc, si vous voulez par exemple produire un PDF texte caché hein, avec le texte derrière l'image et au bon endroit par rapport à l'image, le faire avec des VLM aujourd'hui, ça reste compliqué et seuls certains d'entre eux arrivent à avoir une précision de localisation spatiale suffisante pour faire ce genre de choses. Donc ça n'efface pas complètement les techniques traditionnelles d'aujourd'hui. Par contre, ça permet d'extraire des contenus dans des situations qui étaient au préalable totalement désespérées. Et c'est évidemment sur ça qu'on se focalise. Alors pourquoi c'est faut pas, enfin, on peut utiliser le terme OCR parce que le résultat final ressemble à ce qu'aurait fourni un OCR si on a une transcription du contenu textuel. La manière dont ça se passe n'a rien à voir. La métaphore que je prends souvent, c'est que la manière dont un VLM va appréhender, je ne sais pas, par exemple, une lettre manuscrite, ça ressemble beaucoup plus au processus du pharmacien qui déchiffre l'ordonnance de votre médecin, que vous n'arrivez pas à lire parce qu'il y a des hiéroglyphes qui pour vous n'ont pas de sens. Puis le pharmacien, il arrive très bien, éventuellement vous pose quelques questions, mais en fait, de quoi souffrez-vous? Vous avez vu votre médecin quand, etc. etc. Et finalement, s'il arrive à déchiffrer le contenu, c'est parce qu'il a, une connaissance, disons, pharmaceutique et médicale suffisante, qu'il a le dictionnaire Vidal dans la tête et qu'il est capable de contextualiser complètement ce qu'il voit pour comprendre ce que le médecin a pu écrire. Et c'est parce qu'il a cette connaissance qu'il dit, ah oui, donc c'est ça, ça ne peut être que ça, et donc c'est le médicament que je vais aller chercher. Voilà. Donc l'IA générative fonctionne à peu près pareil, tout passe par le sens avant tout, et d'ailleurs,
lorsqu'un VLM appréhende, je ne sais pas, une lettre manuscrite, vous pouvez lui dire transcris-moi ce contenu sous forme de texte en respectant les ruptures de ligne, elle va y arriver. Vous pouvez lui dire aussi est-ce que tu peux me résumer le contenu ou est-ce que tu peux me le faire en anglais ou en allemand alors que la lettre est écrite en français. Finalement, pour l'IA, l'exercice est à peu près le même. C'est-à-dire que la première chose qui a été faite, c'est une appréhension du sens du contenu. La transcription textuelle, comme le ferait un OCR, n'est qu'une des modalités possibles de restitution de cette compréhension. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment très différent de la manière dont fonctionne l'OCR classique que nous continuons à utiliser par ailleurs pour des raisons économiques, par exemple, parce que peut encore faire beaucoup de choses avec ça quand il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc si je résume, donc deux gros gaps, la capacité d'identification et la précision de reconnaissance de Ouais, caractères manuscrits ou dégradés. Et ouais, là, ce serait bien que tu en montres d'ailleurs un exemple parce ouais. que Alors on va essayer le partage d'écran. Voilà, et je vais basculer sur quelque chose qui est donc à peu près prêt. Est-ce que vous voyez mon écran tous? pour l'instant non, mais ça devrait arriver. Ça demande Vérifiez toujours que le partage est quelques secondes. bien actif. Je pense que oui. Euh, Ah non, il faut que je confirme le partage. Bon, évidemment, là, comme c'est déjà arrivé, j'ai pas pour l'instant donc je vais faire ce qu'on a tenté l'autre jour en test. Je vais me déconnecter et remonter sur scène et voir si ça Ouais, fonctionne. Une ça marche, seconde. ça marche. Ouais, ouais. Une seconde. Donc, Euh, moi, ce que je demandais à François, c'était effectivement les deux gros gaps, si je comprends bien, hein, c'est la capacité et la précision de l'IA. La deuxième, c'est une meilleure contextualisation et une meilleure compréhension. Mais donc, c'est mieux d'avoir un exemple. Et donc là, si tu peux nous partager cette. ben oui, pour l'instant, ça y est. Alors, ça a marché Voilà, cette fois. Vous ouais, ça voyez, arrive. donc, vous voyez ce premier exemple ici, vous me dites quand vous le voyez. Oui, c'est bon, c'est affiché. Bon, c'est une lettre manuscrite, un peu difficile à lire, comme vous pouvez en juger. Enfin, on a fait le test avec non seulement des experts du domaine qui eux-mêmes avouent qu'ils ont beaucoup de mal à travailler sur cette correspondance, qui est la correspondance de Nicolas Politis, un des pères de la pensée multilatéraliste. Enfin bon, on va rentrer là-dedans. Vous voyez comment c'est, il y a des ratures, il y a des choses écrites de travers. Il a écrit ça, c'était pendant l'occupation, pendant la guerre, il n'y avait pas de papier. Il a écrit ça sur une lettre, un bloc d'un hôtel, visiblement. Il a raturé l'entête du papier de l'hôtel, le pied en tête. Il y a des traces manuscrites portées par les archivistes. Le prompt est extrêmement simple. Alors, tendance à s'exprimer en anglais pour certaines IA qui, pour diverses raisons, en particulier, généralement, l'anglais est une langue très précise pour indiquer ce qu'on veut. Ici, on dit très peu de choses. On dit un petit peu quelle est l'origine de ce document et on demande une transcription fidèle du texte qui inclut les notes marginales et qui respecte les ruptures de ligne et qui n'ajoute aucun commentaire. Donc, c'est vraiment un prompt minimal et tient en deux lignes. Et voici le résultat, qui est quand même assez bluffant quand on se rattache à l'original. On voit que, enfin même quand les parties, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est derrière le gribouillis, là, mais c'est un peu difficile d'arriver à lire derrière. Là, il arrive sans problème. OK. C'est bien 4 avenues. Voilà. Vous avez ici la note marginale qui était écrite de travers en haut, là, qui est retranscrite effectivement comme une note marginale. Et puis ensuite, vous avez le texte qui est transcrit de manière à peu près parfaite, pour autant qu'on puisse déchiffrer l'original. Mais de l'avis de plusieurs experts, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Et alors, je peux vous dire que ce genre de choses, les OCR n'y pensent pas, et même les systèmes spécialisés qui étaient
qui existait, qui avait été développé, je pense à Transcribus, ce genre de choses, il y a quelques années, avait énormément de difficultés pour appréhender ce genre de choses et puis demandait des entraînements spécifiques, fond par fond, extrêmement coûteux. Là, en fait, c'est une question directe, sans aucun autre contexte que cette phrase qui dit que c'est un extrait de la correspondance de Nicolas Politis avec son frère, et ça donne la période, mais c'est vraiment tout. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est intéressant pour illustrer l'aspect pharmacien que j'évoquais, c'est de regarder le détail du raisonnement du modèle qu'il est capable d'exprimer. Il ne faut pas prendre ça au sens trop anthropomorphique, mais disons, ça permet de voir un petit peu l'espace de connaissances qu'il a brassé pour fournir sa réponse. Et on voit, si on lit en détail, on ne va pas le faire là, que la première chose que fait l'IA, c'est d'essayer de contextualiser, de comprendre que c'était une lettre écrite en France pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, etc., avec une culture totalement encyclopédique dont disposent les grandes IA, et dans laquelle elle va puiser pour interpréter correctement les mots très difficiles à lire, par exemple, quitter la zone libre, ce genre d'expression, enfin voilà, ce genre voilà, un exemple parmi d'autres. Je passe rapidement un second. Ici, un document, ça correspond des archives manuscrites sur le décès de soldats, les conditions de décès de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, c'est pas très joli, c'est du manuscrit. Vous voyez ici, il y a des choses. Est-ce qu'ici, vous lisez un U ou un V? En fait, la raison pour laquelle vous allez lire un V, c'est sans doute que le mot MOS est assez peu probable en français pour désigner un nom de patelin dans le Loir-et-Cher, mais on ne sait pas. Alors, le prompt est extrêmement simple aussi. On lui demande voilà, quelques lignes, on lui préserver des ruptures de lecture, un peu la même chose. On lui dit de marquer unclear s'il n'a vraiment pas réussi. Et là, le résultat, on demande aussi de représenter le résultat sous une forme tabulaire, puisque la forme de départ est un petit peu disposée en 2 dimensions. Voici le résultat obtenu avec une transcription parfaite, en fait. Pas de problème sur la reconnaissance du nom du patelin dans le Loir-et-Cher, MAV. Et en fait, quand on analyse la trace du raisonnement, on s'aperçoit que la contextualisation historique, temporelle et la contextualisation géographique a été parfaitement comprise, un peu comme le pharmacien et son dictionnaire Vidal. C'est-à-dire que si l'IA a su ici lire MAV et pas MOES, c'est qu'elle a pu puiser dans toute sa connaissance de la toponymie du Loir-et-Cher, ce qu'un opérateur humain aurait du mal à faire. Et d'ailleurs, ces tests-là, on les a fait en confrontant les sorties de l'IA à ce que de la double ou triple saisie d'opérateurs pouvaient faire. Et la plupart des cas, les humains tombaient dans le panneau. Ils disaient ce qui était le plus probable d'après les signes écrits, sauf que n'ayant pas une connaissance de la toponymie de Loir-et-Cher, ils avaient lu MAV, ce qui est effectivement ce qui ressemble le plus à l'écriture. Voici un exemple de la manière dont ça fonctionne. Pour aussi indiquer qu'on peut rapidement aller plus loin, voilà un troisième exemple. Alors là, c'est ce que j'appelle du tapuscrit très abîmé, donc c'est quand même difficile à lire. On voit qu'il y a des problèmes de pixelisation, voire de diffusion autour des caractères. C'est des dépêches de presse. Au départ, donc c'était sur des telex, ça a été microfilmé. On récupère ça des années après, donc avec une qualité d'image auquel on ne peut absolument plus rien faire, puisque ça a été numérisé, ça a été microfilmé il y a des dizaines d'années. Et donc, là aussi, moyennant un prompt qui est le même que tout à l'heure, d'ailleurs un prompt minimal d'OCR, il arrive à extraire un sans faute, finalement. Donc ça, c'est un exemple de demandons à l'IDA de faire ce que ferait un OCR. Mais on peut, justement, puisqu'on a compris que si l'IA était capable de transcrire, c'est qu'elle avait compris le contenu, on peut lui demander d'exporter beaucoup plus
que le simple contenu textuel. On peut lui demander de donner des traces de sa compréhension profonde du contenu. Alors, une manière de le faire, c'est ce qu'on appelle XMLAI chez Numen, c'est de donner un prompt un peu plus fourni où on décrit finalement la structure du texte, qui est donc une dépêche de presse. On la décrit en langage naturel. On lui demande de sortir un document XML, on ne fournit pas de schéma ni de DTD, on l'exprime simplement verbalement, on va dire. On lui donne quand même des noms de balises à utiliser et on lui dit, bah, écoute, ce qui nous intéresserait, c'est que tu reconnaisses les entités nommées. Il y a là-dedans des noms de lieux, des noms de personnes, et si tu reconnais un nom de lieu, tu dois le noter comme ça, en indiquant au passage le pays auquel il se rattache. Ben, le modèle s'exécute sans aucun problème et avec juste ce changement de prompt, à partir de la même source, vous donne ça directement, avec une codification qui est en fait un XML bien formé, tout à fait parsable, respecte les conventions, et puis vous voyez bien que Saint-Nazaire a été, alors il s'est un tout petit peu trompé parce qu'il a mis Nazaire dedans et pas Saint-Nazaire, bon, ok, mais il a bien mis que c'était en France. Et que bien sûr la France était en France. On peut creuser un peu, mais de manière générale, tout ceci fonctionne très bien. Et on a là directement un export XML exploitable en machine. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire avec de l'IA générative aujourd'hui, de la catégorie VLM avancée, et qui était évidemment impossible avant. Alors on voit deux aspects: lire des choses qu'on ne pouvait pas lire avant, et deuxièmement, sauter des étapes. C'est-à-dire, plutôt que d'extraire ceci, par exemple, attendez, je reviens sur le premier extrait, ici, voilà, plutôt que d'extraire ceci et ensuite d'aller demander à un programme de traitement du langage naturel, de NLP, d'aller faire une reconnaissance d'entités nommées, ce qui est l'approche par étapes classique à laquelle tout le monde faisait ça il y a quelques années. On peut directement avec l'IA aller au résultat final en disant, bah, écoute, puisque tu as visiblement pigé de quoi il s'agit et ce que veut dire ce texte, dis-moi en plus que simplement me transcrire son contenu en caractères et organise-le-moi, structure-le-moi, fais-moi du repérage des entités nommées, organise-moi ce texte pratiquement comme pour une indexation directe dans une base de données. Voilà, donc c'est le genre de raccourci important que l'on peut prendre aujourd'hui en utilisant l'IA générative dans des traitements documentaires. Donc ça, c'est pour la première partie, qui est donc l'extraction d'informations. Je pense qu'il faut peut-être, je m'arrête là, parce qu'on va épuiser le temps nécessaire. Il nous reste quelques minutes seulement, mais justement, voilà, la suite, c'est que forcément, tout ça amène, ça change aussi la manière d'explorer et d'exploiter les fonds, c'est certain. Absolument. Donc là, on va passer rapidement sur un exemple. Alors, j'ouvre un outil que certains d'entre vous reconnaîtront qui s'appelle le Claude Desktop. On utilise Claude pour des raisons, c'est plus simple pour un certain nombre de raisons, mais il n'y a pas de publicité particulière pour Anthropic, et ça pourrait être fait avec d'autres grandes IA du genre Gemini ou ChatGPT, bien sûr. Faut comprendre un peu l'histoire de cela. C'est un travail qu'on fait en collaboration avec la Chambre des députés du Luxembourg. On a mené pendant 3 ans un projet qui consistait à numériser et indexer plus de 150 ans d'archives parlementaires, c'est-à-dire à la fois les transcriptions des débats parlementaires et des textes de loi en cours d'élaboration qui servaient de support aux débats parlementaires. Donc, il s'agit de la période de 1816 à la création en fait, du Grand-Duché du Luxembourg après les défaites napoléoniennes, jusqu'en, comme j'ai une historienne là dans le public, je pense qu'il faut que je donne quelques références historiques, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1945. Et ça représente en gros 200 000 pages, j'en suis pas gigantesque, c'est 200 000 pages extrêmement denses. Donc, le projet de numérisation, de découpage en unités documentaires, d'indexation par des méthodes classiques de ce fonds a duré 3 ans. On a utilisé des approches, je dirais, techniques, bien sûr, pour l'OCR, etc.,
mais plutôt humaine pour tout ce qui était l'indexation fine, parce qu'il y avait un degré d'exigence extrêmement élevé. En plus, c'était un projet qui était piloté par des documentalistes internes à la Chambre des députés. Donc, on a utilisé des documentalistes pour aller analyser les contenus, extraire des mots-clés, etc. Et aujourd'hui, ce fonds est disponible. On regarde deux choses. On regarde si on avait disposé il y a 3 ans des technologies dont on dispose aujourd'hui, est-ce qu'on l'aurait fait de la même manière ou est-ce qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite en automatisant davantage un certain nombre de tâches d'analyse sémantique. Bon, c'est trop tard pour recommencer, on fera ça pour le prochain. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est voir comment on peut valoriser ce fonds en autorisant une recherche extrêmement avancée. Alors voici un exemple d'expérimentation qui est faite actuellement. Donc l'ensemble de ce fonds a été indexé sémantiquement. Donc on calcule pour chaque unité documentaire qui est même fragmentée en morceaux ce qu'on appelle des vecteurs sémantiques, des vecteurs d'embedding, qui sont indexés de manière efficace dans une base de données spécialisée. Et ensuite, on branche là-dessus une IA qui est capable d'interroger la base, en fait, en utilisant la recherche sémantique. On va voir quelques exemples. Et on lui pose des questions, et l'IA, on va l'appeler de surface, se charge finalement de l'interrogation, et ensuite elle se tâche de la mise en forme, enfin du filtrage du bruit, finalement, parce que comme toute interrogation, il y a des fragments qui remontent qui ne sont pas pertinents. Donc filtrage du bruit, mise en forme et résumé. Donc, savoir que ce fonds contient des fragments de débats ou des textes de loi. Les textes de loi sont généralement rédigés en français. Les débats sont multilingues. Alors, il y a des intervenants qui s'expriment en français, d'autres en allemand et d'autres en luxembourgeois. Donc, il y a 3 langues représentées dans les textes, finalement, qui sont indexés. Et là, je choisis, mais là, c'est vraiment pour m'amuser, de poser la question en anglais. Parce que donc, les IA modernes sont totalement polyglottes et donc ça ne pose aucun problème, mais je lui demande de me répondre en français. Donc en fait, je sais qu'il existe toute une série de lois sur cette période qui concerne la régulation de l'exploitation des cabarets et des établissements nocturnes. Donc je lui demande en anglais s'il y a des choses, qu'est-ce qu'il sait d'une législation sur, j'utilise le terme nightclub, qui est un équivalent vague, en fait, en anglais, du mot, moderne d'ailleurs, du mot cabaret ou établissement nocturne. Et je lui demande de me répondre en français. Donc, si on déplie cette partie-là, on voit que, en fait, l'IA a interrogé la base en créant un certain nombre de locutions d'assemblage de mots-clés en langage naturel, loi sur les boîtes de nuit, réglementation, discothèque, établissement de nuit. Donc ça, c'est l'IA elle-même qui a choisi. Alors, elle peut le faire plusieurs fois. Si elle ne trouve pas ce qu'elle cherche, elle va itérer, elle va moduler les recherches, etc. Et puis, on a ici en réponse les fragments extraits de la base qui reviennent. Donc, tout ça, normalement, l'utilisateur ne le voit pas. C'est un peu du debugging pour voir ce qui se passe. Donc, c'est très verbeux, il y a beaucoup de choses. Et finalement, l'IA va filtrer tout ça et puis fournir ce résultat abouti, qui est donc un résumé, enfin une liste des endroits où on aborde le sujet. Alors, on voit qu'à chaque fois, il y a une référence très précise qui est citée. Donc, la notation un peu kabbalistique ici, c'est notre notation interne de chaque unité documentaire. Donc, vous avez la date de la session, le numéro de la séance, le rang du point d'ordre du jour dans la séance. Là, c'est le système de notation qui avait été mis en place pour le contenu de la base avec les documentalistes de la Chambre des députés. Et comme certains de ces textes peuvent être assez longs, on a la position exacte de l'ancrage dans le texte. Alors, l'offset qui peut être le début ou pas, la longueur. Ici, vous voyez, c'est l'offset 6305. Donc, le passage qui nous intéresse commence au caractère 6305 dans le point d'ordre du jour numéro 64 c'est un dossier parlementaire
de la session 1926-1927. Peu importe le détail de cette notation. Donc, voici ici les réponses. Et voilà une synthèse à la fin, que je n'ai pas demandé, mais que l'IA fait assez spontanément, et finalement, pourquoi on a fait des législations sur les cabarets, c'était pour lutter contre l'alcoolisme, un peu, pour les mauvaises mœurs également, etc. etc. Enfin, ça résume un peu l'inspiration finalement qui a amené à légiférer sur ce sujet pendant cette période. Alors, cette question est un exemple parmi d'autres. On est justement en phase de test avec des documentalistes et des historiens de la Chambre des députés. Donc, ils ont déjà constaté que les réponses qui étaient apportées étaient égales ou supérieures à ce qu'ils arrivaient à faire si on leur avait posé la même question et qu'ils avaient dû faire une recherche eux-mêmes sur le système dont ils disposaient jusqu'ici. Ils ont posé des questions pièges qui leur avaient été soumises dans les mois passés et pour lesquelles ils avaient eu beaucoup de mal à trouver la réponse. Et effectivement, le système en question en phase de test s'en est exécuté sans aucun problème. Donc actuellement, le genre de choses que l'on regarde avec eux, c'est vraiment, est-ce qu'il y a parfois des bêtises, on peut appeler ça des hallucinations, même si le terme est un peu fort. Enfin, disons, comme d'habitude, quand une IA ne sait pas, elle invente. Et donc, là, en principe, on évite qu'elle ne sache pas, puisqu'on lui donne accès à la base qui contient toute l'information dont elle a besoin et on lui demande de se concentrer strictement sur cette information. Bon, enfin, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Puis l'autre question, c'est l'exhaustivité, c'est-à-dire est-ce que vraiment tout a été trouvé. Donc, ça fait partie des choses qu'on regarde avec eux. Mais enfin, dans l'ensemble, les résultats obtenus jusqu'ici sont très impressionnants et les experts disent bon, non, on n'aurait pas fait mieux. En fait, c'est un peu la conclusion actuelle, temporaire en tout cas, de cette expérimentation en cours. Donc, voilà un exemple de valorisation d'un fonds d'archives pour illustrer le deuxième volet de notre discussion. Voilà. Et dernière question, vraiment de manière assez courte, tu parlais donc des hallucinations. Est-ce qu'il y Ouais. a d'autres, zones, zones d'ombre, zones grises, à propos desquelles faut être attentif quand même en matière d'utilisation de l'IA? Est-ce qu'il y a d'autres Alors, choses? Parce que en termes de gap, de gain, voilà, c'est indéniable. trois Mais choses. Bon, le terme hallucination, il date un petit peu des premières heures de l'IA générative, avec les premières versions de ChatGPT qui déliraient complètement, comme sous l'emprise de la drogue, si on sortait un petit peu de l'axe de départ, ou si la conversation durait trop longtemps, ou si on mettait une température, comme on dit, trop élevée. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On parle d'ailleurs beaucoup plus d'affabulation que d'hallucination dans le milieu. Et en fait, le principe général est que c'est consubstantiel à la manière dont fonctionne l'IA générative. C'est quand elle ne sait pas, elle forge, elle invente. Donc, comment on fait pour lutter contre ça? D'abord, on vérifie, évidemment, quand on peut, et on évite qu'elle ne sache pas. Donc, dans le cas de la recherche avancée, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le RAG, qui justement à fournir d'emblée à l'IA un fonds d'information qu'on lui demande d'exploiter, on lui demande de ne pas utiliser sa connaissance a priori, sauf pour contextualiser ce qu'elle voit, mais on lui demande de se limiter à ce qu'on lui fournit et de citer ses sources, ce qui permet bien sûr assez facilement de vérifier qu'on n'est pas sorti des clous. oui, mais alors Quand on attends, fait de... Ouais, je te donne juste un exemple, c'est-à-dire que là, il y ouais, a quelques jours, ouais, j'essaie de bon bref, je te passe les détails. Je demande à l'IA de ouais, me brosser le portrait, en tout cas une fiche d'entreprise qui est à ouais, Charenton-le-Pont. Mais moi, j'ai pas regardé où elle était cette entreprise et ouais. elle me sort, cette entreprise normande. En fait, Charenton-le-Pont, c'est pas en Mais bien Normandie, sûr, non, non, mais tu vois? Et alors que l'info était de là, quoi. C'est oui, mais nous, on n'utilise pas, oui, mais enfin, nous, on n'utilise pas, enfin, professionnellement, l'IA à blanc, enfin, dire, comme ça, avec uniquement sa connaissance acquise a priori et ses possibilités de faire des recherches sur le web. Ah D'ailleurs, je non, ne suis pas dans. là, je lui ai donné un Ouais, PDF, un communiqué de presse dans lequel il y avait Charenton-le-Pont. oui, mais pour l'interpréter, elle s'est basée sur sa connaissance a priori. Alors que dans ce qu'on fait là,
on donne l'ensemble de la base des textes et on lui dit, tu ne regardes que ça, tu puises là-dedans et tu construis tes réponses à partir de ça. On lui interdit justement, alors ça limite bien sûr le degré d'affabulation et surtout, ça permet de vérifier puisqu'on me dit, chaque fois que tu me dis quelque chose, il faut que tu me dises d'où tu le sors, où tu l'as pris. C'est ces fameuses références que vous avez vues tout à l'heure qui émaillent la réponse. Et donc, un documentaliste, enfin même dans un système réel, en cliquant dessus, on voit le texte. Hein, donc, on voit tout de suite si on est dans les clous ou pas. C'est plus difficile en matière d'extraction d'informations, parce que là, le risque d'affabulation est un peu permanent. On ne peut pas, à la limite, tout dépend de ce qu'on veut en faire, mais c'est très difficile d'empêcher une IA, quand elle extrait l'information textuelle d'une image numérisée, toujours un risque qu'elle remplace par exemple un mot par un synonyme très exact, très acceptable. Alors, si on veut faire de l'indexation, ce n'est pas forcément très grave, le sens est là, mais si on veut garantir la fidélité d'une transcription, c'est un peu ennuyeux, on a remplacé un mot par un autre. Bon, alors il n'est pas absurde, hein, il est tout à fait plausible en contexte, sauf que ce n'est pas ce qui était écrit. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. L'autre problème que j'ai cité, c'est qu'en matière de remplacer les OCR, dans l'ensemble, les VLM actuels sont mauvais en ce qui concerne la précision de l'ancrage spatial du mot, de la chaîne de caractères dans la page. Donc, c'est en progrès, mais ça reste encore difficile aujourd'hui. Et la dernière chose, évidemment, ça a été évoqué, c'est les gens se préoccupent de où vont passer les contenus textuels avant d'avoir la réponse. Des problèmes de sécurité, de confidentialité ou de souveraineté. Donc en fait, chez Numen, on répond à ça, on a en fait différents dispositifs, ça a été évoqué tout à l'heure, selon la nature des clients, selon leurs exigences et selon leur sensibilité également politique ou voire idéologique. Dans le cas de la Chambre des députés, ce sont des documents qui ont vocation, qui l'ont déjà été d'ailleurs, publiés librement sur l'Internet. Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème de confidentialité du tout. Et la Chambre des députés s'en fiche complètement qu'on utilise Google Gemini ou Claude, etc. Puisque de toute façon, probablement, depuis que ça a été mis en ligne, ils ont probablement déjà absorbé tout ça. Donc, c'est rien de nouveau. Ce n'est pas la même chose avec des informations privées d'entreprise, bien sûr. Donc, chez Numen, on explore également ce qu'on peut faire avec des IA dites ouvertes, open weight, qu'on est capable aujourd'hui, depuis assez peu de temps, mais depuis un an ou deux, les capacités matérielles permettent d'exploiter ces IA de manière interne sur des serveurs privés, déconnectés de l'Internet complètement, et permettant de garantir aux entreprises que le flux d'informations ne sont pas sortis de la zone sécurisée de Numen. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est un souci croissant actuellement de la part des entreprises, des clients. On a vu quelques questions d'ailleurs là dans le forum qui portait sur ce sujet tout à l'heure. Donc, c'est aussi quelque chose dont on doit se préoccuper. On ne peut pas tout faire passer par les circuits de Gemini chez Google, parce que même si Google contractuellement prétend que si on paye, il ne conserve pas le contenu des prompts, bon, ça vaut ce que ça vaut dans le contexte géopolitique international actuel. Voilà. Très bien. Mais merci François, merci de ces explications autour de l'IA, de ces exemples qui ont été très parlants. Merci, à une prochaine fois. Ok, Alors, bonne journée. avec plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.